il y a beaucoup de champs possibles pour parler de l'amour, hein, puisque c'était un peu la demande de Paul, mais en même temps, peut-être est-ce qu'on peut, avec ces trois domaines, celui de l'attachement, celui donc de l'amour de l'autre, et puis celui de l'amour du transfert, peut-être qu'on peut explorer quelques points qui, j'espère, nous permettront de penser ensemble. L'attachement. C'est un drôle de truc, l'attachement. C'est un drôle de truc pour deux raisons. D'abord parce que c'est consubstantiel, l'attachement de notre présence au monde. C'est dans l'attachement que nous sommes nés, littéralement. Dans un attachement particulier, bien entendu, que vous connaissez, anatomique, mais aussi dans un attachement, on pourrait dire physiologique, c'est-à-dire dans cette dépendance à l'autre. Un enfant nouveau-né, privé de sa mère, est absolument incapable de survivre, de sa mère ou d'une situation, on pourrait dire, de substitution convenable, absolument dans l'incapacité de survivre. Et donc il faut comprendre que probablement, est-ce qu'il y a dans cette dépendance quelque chose qui va nourrir cet attachement. On imagine bien qu'on est drôlement attaché à celui qui nous sauve la vie, si je puis dire, y compris dès la naissance. Sans doute pas avec des mots, bien sûr, sans doute pas avec un raisonnement, mais tout de même avec déjà une intuition que le sein et tout ce qu'il prolonge, si je puis dire, est un objet particulièrement secourable auquel on est quand même très attaché. Autrement dit, il faut avoir en tête que la dépendance est une condition absolument essentielle de l'existence et que c'est dans la dépendance que l'on a éprouvé probablement ces premiers émois, ces premières formes de satisfaction et de frustration, tout ce qui va construire finalement le style, d'une certaine manière. Vous avez remarqué déjà, les mères nourrissent leur enfant et puis au bout de quelques jours de naissance, peut-être même au bout de quelques heures, elles ont déjà une idée assez précise, sans doute pas tout à fait, vérifiable, mais en tout cas, elles ont une idée assez précise de cette petite personne qu'elles ont là en main. Hein, ça, oh, il ou elle a l'air d'être ceci ou cela, peu importe, hein, chaque caractéristique évidemment surgit comme ça, et on voit bien, d'une certaine manière, que cette façon de dire quelque chose au sujet de l'enfant, cette façon de dire qui est d'ailleurs un peu, vous savez, analogue à les contes de fées, nous racontent que les fées viennent autour du berceau et disent « tu seras ceci » ou « tu seras cela » ou « tu ne pourras pas ceci » ou « tu ne pourras pas cela ». Ben, au fond, évidemment, ce n'est pas des fées qui viennent autour du berceau des enfants, c'est juste des parents, hein, et puis des familles tout à fait, attendries. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui se dit, quand même, au sujet de cet enfant, qui va venir, qui commence à être au monde. Et ce quelque chose qui se dit, eh bien, je pense qu'il faut qu'on comprenne ensemble que c'est peut-être précisément ce qui fait, je dirais, le pendant, ou en tout cas ce qui fait l'inscription, c'est plutôt comme ça qu'il faudrait le dire, l'inscription de cette dépendance. Autrement dit, c'est un peu compliqué ce que je veux vous dire, mais je crois qu'on peut le comprendre quand même. Autrement dit, peut-être que tous ces mots qui sont prononcés sont des mots qui servent à raconter quelque chose qui nous permet de sortir d'un usage strict de « je lui donne à manger parce qu'il a faim », point à la ligne, sans me questionner,
sans me dire quoi que ce soit, c'est ma fonction, je suis un adulte, c'est un enfant, etc., etc. Un peu peut-être sous la forme d'ailleurs des mammifères qui sont privés du langage. Enfin, privés. En tout cas, par exemple, d'une occasion de se rencontrer comme ici. Donc, autrement dit, ce que l'on peut se dire, qui est très important, c'est qu'il y a d'un côté cette dépendance absolue, et de l'autre côté, dès que cette dépendance est installée, une intuition qu'il faut qu'il y ait des mots, du langage, des représentations, pour justement accepter, domestiquer, dessiner cette dépendance. Vous voyez où nous mène l'attachement. Cet attachement nous mène, évidemment, pourquoi pas, à des modèles de relations qui plus tard seront des modèles que l'on rencontre dans l'amour, je vais d'ailleurs vous l'illustrer immédiatement, mais surtout des modèles qui exigent qu'il y ait des représentations. Des modèles qui font que la condition de la dépendance par laquelle les individus sont noués, la condition de cet attachement, peut être en quelque sorte, je dirais presque sublimée, en tout cas dépassée par quelque chose qui la représenterait. Voici un exemple, ultra trivial. C'est une femme qui vient nous voir et qui me dit « Mon mari est... » Elle vient en accueil de jour d'ailleurs. « Mon mari est... » enfin, c'est lui qui vient en accueil de jour. Mais évidemment, on l'accueille, elle aussi. « Mon mari est obligé de se lever la nuit. » Alors, il se lève la nuit et puis il navigue à droite ou à gauche et puis souvent je retrouve des saletés, enfin bref, des usages inadéquats le lendemain matin, etc. C'est très compliqué. De sorte que je me suis attaché à lui. S'il se réveille et qu'il cherche à se lever, ça tire sur notre lien. Je me réveille aussi et je peux l'accompagner. Alors elle me dit, l'autre nuit, il s'est levé. Il est resté assis au bord du lit, puis il s'est tourné vers moi et il m'a dit, il faut que je me dépêche, parce que ma femme va se douter de quelque chose. Vous voyez, alors, bon, vous voyez combien c'est bouleversant en même temps d'entendre ça. Mais bon, on n'a pas dit qu'on parlait que de l'amour réussi, hein. Évidemment que c'est bouleversant tout ça. Mais en même temps, c'est quelque chose, après tout, qu'elle choisit de nous raconter. Et alors, avec l'équipe, on travaille un peu avec tout ça. Et en fait, je pense qu'il y a eu deux phases qui nous ont permis d'avancer un peu et de les aider, d'aider ce couple sans se dire quand même que lui, il avait exagéré dans sa vie, ou sans se dire qu'elle, elle avait été vraiment bonne poire et qu'elle continuait comme ça, c'était incroyable. Non, en se déprenant justement de ces, de ces propositions comme ça immédiates, un peu abruptes, eh bien, les deux choses qu'on s'est dit, c'est que premièrement, elle était attachée à lui, après tout, et que deuxièmement, il était attaché à elle. Et figurez-vous qu'il nous a fallu du temps pour dire ça. Il nous a fallu du temps parce que c'est pas si simple de comprendre ce qu'une épouse nous raconte lorsqu'elle nous dit qu'elle s'attache à son mari la nuit. C'est pas si facile que ça. Et pourtant, sans doute, voyez-vous, est-ce que dans ces représentations que nous essayons évidemment de développer les uns avec les autres, dans ces manières que nous avons d'échanger les uns avec les autres pour accéder à quelque chose qui, encore une fois, puisse nous permettre de nous déprendre de nos a priori, de nos jugements, de ce qui fait notre conviction initiale pour faire soin, eh bien, on n'a qu'une seule solution, c'est celle de se mettre à échanger entre nous et de se dire, bah tiens,
ah, moi j'ai l'impression que ceci, moi j'ai l'impression que cela, et qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Parce que c'est parfois plus simple d'entendre quelqu'un d'autre dire je suis quand même drôlement gêné par ceci. C'est parfois plus simple de l'entendre que de l'avoir à dire soi-même, même si on est soi-même drôlement gêné par ceci ou par cela. Gêné ou au contraire attaché, etc., etc. Donc autrement dit, ce que je veux vous dire, c'est que il y a dans l'amour une forme aboutie, dans un amour, on pourrait presque dire parfait. Est-ce que ça existe? Sans doute pas, mais enfin bon, peu importe. Aussi, pourquoi pas, dans les livres. Et puis, non, dans la tête des gens, dans la vie, on a sans doute, on est nombreux à penser, enfin, toutes sortes de choses à ce sujet-là. Quoi qu'il en soit, on n'est pas d'ailleurs obligé de rejoindre un amour parfait pour être parfaitement heureux, d'une certaine façon, hein, et parfaitement respectueux des êtres auxquels on porte justement ce sentiment. Mais quoi qu'il en soit, ce que je veux vous dire, c'est que entre cet attachement initial, tout à fait originel, et cette forme aboutie, évidemment, de relation, cette forme aux multiples attentions, aux multiples représentations, aux multiples manières d'articulation, eh bien, il y a absolument un panel entier qui décrit finalement les modalités de la dépendance, les modalités du lien aux personnes. Et ceci est très important pour une raison principale, qui est que, au fond, avec cette dépendance, se pose constamment la question de l'identité. S'il est avéré que je ne peux être sans l'autre, alors qui suis-je moi-même? Qu'est-ce que c'est que ce qui me constitue si j'ai absolument besoin de l'autre pour être moi-même? Et vous voyez bien par là que le malade d'Alzheimer, par exemple, mais le vieillard aussi, non seulement a sans doute besoin de la dépendance, ou plutôt est soumis à une certaine forme de dépendance, majorée par sa perte d'autonomie. C'est là que ça s'articule, ces deux termes, autonomie et dépendance, mais l'un n'est pas l'opposition de l'autre, ça renvoie à deux choses différentes. Toujours est-il que, sans doute, est-ce que le vieillard, en perte d'autonomie, se trouve de plus en plus dépendant, mais on pourrait dire aussi qu'au fur et à mesure de sa dépendance, le risque principal est qu'on lui parle de moins en moins de sa dépendance, et de son lien, et de sa capacité de s'articuler avec le monde, puisque précisément, ou malheureusement, il est dépendant. Donc vous voyez que ce point est vraiment important parce qu'on pourrait presque dire que plus un individu est dépendant, plus il faut lui parler. D'ailleurs, vous voyez bien combien les mères et les pères, et même les frères et sœurs, quand il y a déjà eu des enfants qui sont nés avant un nouveau-né, vous voyez bien combien ils s'entendent pour essayer de parler au nouveau-né, y compris avec ce qu'ils imaginent de sa représentation ou de la manière avec laquelle lui-même est capable de comprendre. Alors ça donne des gazouillis, ça donne toutes sortes de choses, enfin vous connaissez tout ça parfaitement, hein, par cœur, mais on voit bien que cette intuition est très importante. Hein? Un nouveau-né c'est tellement charmant, ou un petit enfant c'est tellement charmant, on voit bien que c'est très très important de lui parler. On voit bien comment une mère a des attentions parfois qui sont relevées justement par toutes sortes d'expressions. Bon, moi je m'interroge sur la manière avec laquelle on fait silence autour des personnes âgées qui sont très dépendantes et de la façon avec laquelle peut-être précisément on les prive de quelque chose. Sans doute est-ce qu'on pourrait se raconter comme ça que dans le service où je travaillais, donc à Ivry, on a eu beaucoup de patients évidemment qui étaient en arrêt alimentaire, dans des situations, c'était un service de psychiatrie, on nous envoyait quand même des patients évidemment avec des situations complexes. Et très très souvent, on s'en tenait à une chose, c'était de leur parler.
très 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 souvent. Leur parler, aller dans leur chambre, échanger avec eux. Enfin bref, on avait trouvé toutes sortes de solutions et très souvent, en fait, il y avait quelque chose qui, enfin, me semble-t-il, non seulement fonctionnait, mais nous aidait aussi les uns et les autres à nous peut-être libérer de l'angoisse que provoque, hein, d'une certaine manière, un patient qui s'arrête de manger. Très compliqué, très douloureux. Bon, voilà, donc ça, c'est une première chose. Gardez en tête cette équation, dépendance, identité, exercice de sa liberté, et puis, au fond, nécessité des représentations, nécessité des mots, pour précisément s'accommoder de cette dépendance, non pas la contourner, mais en faire quelque chose d'un peu moins, on pourrait presque dire, aliénant, paradoxalement. Alors, l'amour de l'autre, c'est le deuxième chapitre. L'amour de l'autre. Figurez-vous qu'à Ivry, je reçois un couple. C'est le médecin des urgences de Tenon, enfin peu importe où d'ailleurs, qui m'appelle et qui me dit on a deux patients là qui viennent de faire une tentative de suicide. Est-ce que vous pourriez les accueillir? Bon, alors ça nous intéresse. On avait pensé pendant un moment que c'était intéressant d'accueillir des couples, de les accueillir ensemble, enfin bref, de voir avec eux. Bon, et justement, sans doute, est-ce qu'on pensait quelque chose autour de ça? Et on a cette proposition. Alors, mais c'est toujours comme ça d'ailleurs. Quand on réfléchit à quelque chose, il y a justement un truc qui arrive en disant tiens, mais ça vous. Enfin bref. Donc, l'histoire est la suivante. Ils ont décidé tous les deux d'avaler des médicaments sédatifs, des benzodiazépines, parce qu'ils veulent en finir, tous les deux, ensemble. Et puis en fait, ils ont une nièce, ils sont sans enfants, mais ils ont une nièce, laquelle nièce les appelle tous les jours. Et puis alors un jour, elle les appelle, il n'y a pas de réponse. Et donc le lendemain, elle se dit quand même, c'est bizarre qu'il n'y ait pas de réponse. Bon, hier, ils étaient peut-être sortis, tous les deux, faire une course, mais là, 2 jours de suite, comme ils sont 23h45 sur 24 à la maison, c'est quand même bizarre. Donc elle appelle le gardien de l'immeuble, et le gardien de l'immeuble monte dans l'appartement et les trouve en fait tous les deux allongés dans leur lit, avec une lettre, et puis avec des blisters de médicaments. Et bien, en fait, ils sont déjà presque en train de se réveiller, parce que comme vous le savez peut-être, les benzodiazépines, c'est-à-dire ces médicaments anxiolytiques, en principe, enfin, sauf certaines circonstances, mais en principe, ne tuent pas. Ils endorment simplement pendant des heures et des heures. Eux ne le savaient pas, bien sûr. Bon, voilà, donc il y a une lettre qui dit « N'en voulez à personne, on a décidé de partir tous les deux, c'est comme ça, c'est terminé, on a fait notre temps et on est parfaitement responsable et on sait exactement ce qu'on veut. » Et puis en fait, il y a ces deux patients, ou ces deux personnes qui sont finalement relativement, je dirais, conscientes, enfin qui commencent à être un peu réveillées. Enfin, l'un des deux avait une insuffisance respiratoire, donc il était moins bien, bien sûr, mais enfin bon, après quelques soins, ça allait mieux. Alors, ils arrivent dans le service, et donc on commence à discuter avec eux, bien sûr, au nom même d'ailleurs de ce que je vous disais préalablement. Et moi, je finis par leur demander comment ils se sont rencontrés. Et voilà l'histoire qu'ils me racontent. Ils prenaient, c'est une histoire qui s'est passée dans les années 2000 à peu près, et en fait ils se sont rencontrés, je pense, dans les années 30 ou 35. Ils devaient être nés en 1910, avant la guerre en tout cas, ils sont rencontrés. Donc ils prenaient tous les deux le métro le matin. C'est pour ça que je vous dis que c'était avant la guerre, parce que bon, maintenant ça n'arriverait plus, des choses comme ça. Ils prenaient tous les deux le métro le matin, et ils prenaient le même métro. Bon, à cette époque-là, sans doute, est-ce qu'il doit y avoir, je ne sais pas comment,
Alors, ils se regardaient avec, évidemment, une certaine longueur, probablement. L'un et l'autre n'osant évidemment absolument pas faire le premier pas, ni même manifester quoi que ce soit de son émoi, mais tout de même, ils se retrouvaient tous les jours, tous les deux, à la même heure, sur le même quai. Et alors, un jour, le train s'arrête entre deux stations. Et les voilà qui descendent dans le noir. On leur dit, le métro est en panne, on va venir vous chercher, je sais pas. Dans le temps, dans les métros, il y avait des échelles. Je sais pas si vous vous souvenez. Maintenant, je crois qu'il n'y en a plus. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé, mais je crois qu'il n'y en a plus. Mais dans le temps, il y avait une échelle au fond de chaque wagon. Et évidemment, on comprenait bien qu'elle était mise là pour le cas où il faudrait descendre sur le ballast dans une interstation, quoi, dans un tunnel. Bon. Donc les voilà qui descendent dans le noir tous les deux. Et dans le noir, lui rattrape celle qui sera sa femme et il lui dit « Ce matin, nous ne serons pas à l'heure au travail. » Voilà ce qu'il lui dit. Et figurez-vous qu'avec cet énoncé, dans lequel d'ailleurs elle s'est reconnue, elle, ils inscrivaient instantanément le pacte de leur synchronisation mutuelle, définitive, et loin du monde, pourrait-on dire. Ils avaient décidé tous les deux, ce jour-là, ou en tout cas la proposition était faite par cet homme, qu'ils vivraient ensemble dans la même temporalité, avec la même indexation du temps, avec le même départ, et finalement peut-être avec la même fin. Voyez-vous. Il y avait pour ce couple un enjeu extrêmement important, qui était de considérer qu'ils étaient, vous savez, souvent les gens disent on est en phase. Ben eux, je pense qu'ils étaient tous les deux avec un tempérament peut-être un peu, assez rigoureux, on va dire rigide, mais enfin peu importe, chacun a le droit à l'amour, bien entendu. Et donc, tous les deux étaient absolument, on pourrait dire, soumis, d'une certaine façon, à cette proposition, finalement, qui avait été faite, eh bien, d'être en phase, de vivre ensemble, c'est ce que je vous disais, souvent les gens se disent on est en phase, etc., chacun de sa manière, d'être en phase, de vivre ensemble, et ce qu'ils considéraient comme vivre ensemble, c'est éprouver au même instant les choses importantes. Bon, c'est une manière comme une autre, on pourrait dire, de faire contrat, de s'organiser, de penser. Toujours est-il qu'avec cet énoncé, et avec la reconnaissance par l'ensemble de l'équipe de leur besoin d'être ensemble, eh bien on a pu conjuguer, enfin j'espère qu'on a pu le faire, d'être ensemble et d'être dans la même phase, je crois qu'on a pu conjuguer quelque chose qui a permis que ce couple non seulement réinstalle un calendrier commun pour leur existence, ou pour la continuité de leur existence, mais fasse valoir aussi l'importance de ce calendrier commun. C'était au fond très important qu'ils arrivent ensemble dans le service. Sans doute est-ce que ça a été très important pour eux qu'ils repartent ensemble dans le service, qu'ils soient admis ensemble dans un EHPAD parce qu'ils ne pouvaient plus, d'une certaine manière, rester à leur domicile, et qu'un certain nombre de choses soient organisées pour eux avec une forme de régularité et un projet d'indissociabilité, pourrait-on dire. Bien entendu, on se doute bien que, sans doute, est-ce que à la fin, il y a quelque chose qu'on ne peut plus contrôler, il faut bien l'accepter, mais en tout cas, c'est pour autant que quelque chose était à nouveau soutenu, pour autant que quelque chose, je vous disais tout à l'heure, oui, peut-être parce que je n'ai pas assez insisté là-dessus, que cet homme qui était insuffisant respiratoire était sur le point d'être hospitalisé pour
je sais pas quoi, le bilan de sa bronchite, ou enfin bref, il n'avait pas une maladie grave, mais enfin il y avait quelque chose qu'il fallait explorer. Et donc effectivement, il y avait là un moment donné où l'enjeu peut-être était qu'ils soient séparés, qu'ils vivent à un autre rythme chacun, enfin bref. Peut-être est-ce que c'est cela qui a déclenché ou peut-être autre chose. Toujours est-il que c'est dans le respect de leur énoncé que finalement, ou en tout cas dans ce qu'ils ont considéré comme étant le respect de leur énoncé, que finalement ils ont pu d'une certaine manière retrouver la possibilité de continuer de vivre et de continuer de vivre en s'appuyant l'un sur l'autre. Autrement dit, moi je vous dirais que dans cette question du que reste-t-il de nos amours que Paul nous a posé ce matin, je pense qu'il y a quelque chose d'extraordinairement important dans cet énoncé. Car effectivement, sans doute est-ce que on pourrait presque se dire que pour chaque patient qu'on a à rencontrer, il y aurait à se poser cette question. Que reste-t-il de ses amours? C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce que aujourd'hui il investit encore? Qu'est-ce qui pour lui, ou pour elle bien entendu, a la plus grande importance ou a une importance qu'il ne faudrait pas méconnaître? Qu'est-ce qui fait, d'une certaine manière, que cet homme ou cette femme, enfin cette personne que nous avons à rencontrer, qu'est-ce qui fait qu'au fond, elle configure à la fois ses propos, ses énoncés, et peut-être aussi ses difficultés, ses symptômes, et pourquoi pas sa maladie? Qu'est-ce qui fait qu'elle le configure comme ça? Et pourquoi ne pas penser qu'il y aurait, dans la manière avec laquelle quelqu'un est malade, le vestige de quelque chose qui raconte aussi ses intérêts, l'importance de ce qu'il considère, la manière avec laquelle il entend encore, d'une certaine façon, être traité. Je pense à l'instant à cet homme dont la femme me dit il fait des fugues et c'est depuis qu'il fait des fugues que je le fais suivre. Vous entendez bien l'ambiguïté du mot « faire suivre », hein, pour un patient qui fait des fugues ou pour un mari qui fait des fugues. Comme il fait des fugues, je le fais suivre. Bon. Alors, évidemment, on peut discuter, réfléchir avec cette affaire-là. Cet homme, au fond, qu'est-ce qu'il raconte au moment où il fait sa fugue? Qu'est-ce qu'il appelle? Qu'est-ce qu'il réclame? Qu'est-ce que sa femme se représente de lui? Est-ce que cette question de sa surveillance, d'une certaine manière, est une question absolument fondamentale pour elle? Ou est-ce enfin, elle est sans doute très importante, mais qu'est-ce qu'il faut en faire? Est-ce qu'il faut l'aider à continuer à surveiller cet homme, ou au contraire peut-être à se déprendre, hein, comme je le disais tout à l'heure, de cette interaction? Il n'y a jamais de réponse d'emblée, bien sûr. Ça ne veut rien dire. On ne peut pas imaginer que face à tel comportement ou telle attitude, et il suffit de dire on va faire comme ceci ou on va faire comme cela. Non. Les réponses ne tiennent d'une certaine manière qu'à l'interaction qu'il y a entre la façon avec laquelle on écoute ce qui se raconte là et la façon avec laquelle on le représente à notre tour et on le met à disposition d'une personne pour en faire éventuellement son affaire. Donc autrement dit, je pense que cette question de l'amour est une question que l'on a intérêt à explorer de la façon suivante. C'est vous qui venez me voir et qui êtes seul, racontez-moi comment vous avez aimé. Non pas énoncer comme ça non plus. Mais là, il y a une petite boîte avec les outils pour un jeu. Vous voyez, il y a marqué thé, blé, pomme sur des post-it. On imagine bien qu'il doit y avoir un jeu qui se tient ici avec des activités qu'ils peuvent faire, enfin, etc., etc. Et bien voilà autant d'occasions d'écouter la manière avec laquelle les gens ont aimé.
Non pas de vérifier qui sait encore que le thé est différent du blé ou de la pomme, mais d'écouter, ni même de ce que ça veut dire, ni même de retrouver le thé au milieu d'une boîte de café, de thé et de sucre d'orge. Non, c'est pas ça la question, c'est pas sa capacité à discriminer. Ce qui nous intéresse d'une certaine manière, c'est qu'il mette le doigt sur le thé et que là, peut-être, précisément, il soit en train de raconter la façon avec laquelle il peut construire ses relations, la façon avec laquelle il aime, la façon avec laquelle il a aimé. Et ceci va également, évidemment, dans la rencontre avec les aidants. C'est-à-dire que c'est extraordinairement important, non pas de dire aux gens, ben alors, vous vous aimez vraiment pas suffisamment, ou dites donc, est-ce que vous avez à vouloir le surprotéger, celui-là, mais simplement d'évaluer, d'une certaine façon, ce qui fait cette forme de lien. Pourquoi ce lien est là? À quoi ça correspond? Est-ce que ça correspond à une manière d'aimer de l'un ou à une manière d'aimer de l'autre? Est-ce que c'est contractualisé entre eux? Est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui relève, pourrait-on dire, d'une forme de hasard? Ça s'est trouvé comme ça, on n'y comprend rien, mais c'est comme ça. J'imaginais pas, très souvent les gens disent ça, j'imaginais pas que je pouvais en arriver là. J'imaginais pas que je pouvais en arriver là. Bon, oui. Et pourquoi est-ce que vous ne l'imaginiez pas? Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il y a quelque chose comme ça qui, éventuellement, mériterait d'être exploré? Qu'est-ce que c'est que cette énigme? Vous voyez? Au fond, on n'a pas plus de raison, si je puis dire, de penser l'amour pour une personne âgée que de se dire que l'amour est consubstantiel de la vie d'un individu. Donc, il est indispensable de le penser, ou de la penser, cette question. C'est indispensable, mais évidemment, ça ne doit pas se penser comme une interrogation, pas même comme l'interrogation que je faisais l'autre jour, tout à l'heure, là, en vous parlant de ce couple, je leur dis comment vous vous êtes rencontrés. Bon, il fallait qu'on se connaisse vraiment bien pour que je puisse me permettre tout ça. Hein, qu'on ait sans doute quand même pas mal travaillé ensemble avant. Et pourquoi pas? Il y a un moment donné où quelque chose peut advenir, mais il y a aussi quelque chose qui peut se dire sous une forme absolument allusive, complètement différente, si je puis dire, et qu'on peut entendre peut-être comme ça, au fil d'un énoncé soudain, voire d'un énoncé poétique, voire d'un silence. Hein? Pourquoi pas penser qu'il y a parfois un silence rempli d'émotions qui raconte quelque chose d'une forme de lien, silence que, voilà, on pourra éventuellement évoquer avec telle ou telle personne d'une manière peut-être respectueuse, bien sûr, de ce qu'il est, mais d'une manière peut-être un peu, dans un premier temps, hasardeuse, ou au contraire tout à fait convaincue, et peut-être même aussi sous la forme du soutien. Parce que moi, je crois que lorsqu'il est question de représenter quelque chose, et qu'on a affaire à un patient malade d'Alzheimer, il est très important de lui apporter un petit bout de nos représentations, de lui apporter un petit bout de ce qu'on appelait, quand j'étais à Ivry, de faire annexe psychique pour ces patients, de leur proposer un petit coin de nos capacités psychiques pour soutenir quelque chose, si je puis dire, de leurs incertitudes ou de leurs difficultés. Mais là aussi, il y a quelque chose qui est très difficile, d'une certaine manière, à séquencer, c'est que très souvent, si on commence à se lancer là-dedans, on finit par parler à la place. Hein, on voit très souvent en consultation, les médecins qui sont là le savent, on voit très souvent en consultation des patients qui arrivent avec leur aidant, leurs parents, leurs conjoints, etc. Puis en fait, enfin les médecins ou les autres d'ailleurs, puis en fait c'est l'autre qui parle. Il, elle, etc. etc. Et voilà. Alors parfois on est un peu, on dit oui mais d'accord, mais lui, qu'est-ce qu'il dit? Bon. Alors ça ne se passe pas tout à fait comme ça, évidemment, il faut être un peu plus prudent que ça.
mais, et puis respecter aussi quelque chose. Mais en tout cas, très souvent, évidemment, le risque, c'est qu'au lieu de proposer un soutien, on fasse à la place. C'est peut-être la différence qu'il y a, d'ailleurs, d'une certaine manière, entre une relation, on pourrait dire une relation d'aide et une relation aimante, d'une certaine manière. Peut-être qu'une relation aimante est justement une relation qui accueille, tandis qu'une relation d'aide est une relation qui fait à la place. Bon, dernière chose, 10h30, ah ben, dis donc, il sonne là. Encore 5 minutes pour dire un bien mot. sûr, oui. Dernière chose, le troisième point, c'était celui du transfert. Alors, on va faire vite, c'est vrai qu'il est 10h30, mais bon, quand même, je voudrais vous dire d'autres choses. Pourquoi est-ce que c'est important de parler du transfert quand on parle d'amour? Parce que le transfert, effectivement, c'est la condition par laquelle, comme je vous le disais tout à l'heure, on introduit un cadre dans lequel les personnes vont, à un moment donné, se sentir suffisamment en confiance pour dire quelque chose qui les concerne et qui, éventuellement, en devenant partageable, deviendra, d'une certaine manière, éminemment signifiant. Au fond, ce qui compte, c'est pas la révélation. On s'en fout complètement de la révélation. Souvent, j'ai amené un papier là, que j'ai écrit il n'y a pas longtemps, qui est paru dans une revue qui s'appelle NPG, qui s'appelle « Quelques propositions utiles pour s'entretenir avec une personne affectée d'une démence ». Et dedans, je parle d'un cas clinique, vous le lirez éventuellement si ça vous intéresse, je parle d'un cas clinique avec une patiente qui raconte qu'elle ne voit plus sa famille à cause d'un truc. Bon. On se doute bien qu'il y a derrière le truc quelque chose de compliqué, quoi, probablement. Mais est-ce que c'est si important que ça, de savoir? Est-ce que c'est si important de lui faire révéler quelque chose? Hein? On croit toujours que, c'est la clinique du traumatisme d'ailleurs, on croit toujours que la révélation de quelque chose va, à un moment donné, soulager, entre guillemets, le patient. En réalité, ce qui est intéressant, c'est pas la révélation elle-même, c'est le fait que ça puisse être énoncé. Parce que si c'est énoncé, c'est que ça, on peut le mettre dans des mots. Et si on peut le mettre dans des mots, c'est que ça appartient à l'humanité. Et si ça appartient à l'humanité, ben, à ce moment-là, c'est peut-être qu'on n'est pas seul tributaire de cette affaire-là, qu'on en partage un peu quelque chose. Moi, je vois très bien, à l'unité de soins palliatifs, par exemple, des patients qui sont tout à fait au bord de leur vie, et pour lesquels, enfin au bord de, oui, et pour lesquels un énoncé fait par un médecin à leur sujet, qui leur convient, peut avoir un effet extraordinairement apaisant, extraordinairement apaisant. Pourquoi ça? Eh bien, c'est très simple, me semble-t-il. C'est parce que si ce médecin énonce ce quelque chose qui correspond un peu au ressenti de ce patient, alors à ce moment-là, c'est qu'il y a quelque chose d'éventuellement partageable. Et donc, si c'est partageable, c'est que je suis encore dans ce monde et que je ne suis pas absolument seul avec mon truc. Et tant qu'on n'est pas seul avec son truc, on se sent un peu moins en danger de mourir ou d'avoir à partir. Donc, autrement dit, c'est extrêmement important, non pas de faire advenir un propos, un secret, une révélation, quelque chose, mais de s'entendre dire par un tiers que quelque chose que l'on a, que l'on trimballe, est éventuellement susceptible d'être mis en mots. Et au fond, vous voyez combien c'est un enjeu important pour le patient déficitaire, cette affaire-là. C'est un enjeu absolument considérable parce que précisément les mots s'absentent. Et justement, au moment où les mots s'absentent, il y a quelque chose qui pour lui est encore plus, on pourrait dire, impérieux, c'est de disposer de cette palette, de ce registre, qui va lui permettre, non pas de dire ce qu'il aurait à dire, et d'un seul coup de révéler quelque chose qui portera en lui, etc., etc., encore que, on pourrait se dire un mot à ce sujet-là, comme le fait, par exemple, de cette aidante qui dit, de cette fille qui dit j'ai attendu que ma mère soit malade d'Alzheimer pour lui raconter ce que mon père m'avait fait. Vous voyez, bon, il y a
On entend souvent ce genre de propos, mais là, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, en tout et pour tout, c'est que, donc, autrement dit, les malades d'Alzheimer, ils en entendent. Ils en entendent peut-être même plus que quelqu'un qui ne saurait pas se défendre de ce qu'il n'y aurait pas à entendre. Non, ce que je veux dire, c'est que probablement, est-ce qu'il faut se mettre dans la position de pouvoir continuer d'écouter coûte que coûte ce que les gens ont à dire, même avec un langage ou avec un vocabulaire qui est affecté par la maladie et qui est perturbé. Parce qu'ils le diront quand même. Ils le diront d'une façon ou d'une autre. Comment faire pour qu'ils le disent? Eh bien, je l'écris là, mais je pense que c'est très important. Il y a 3 conditions. La première, c'est qu'il faut avoir de l'empathie. L'empathie, ça veut dire quoi l'empathie? L'empathie, ça veut dire qu'on se parle ensemble et qu'à un moment donné, vous savez, c'est l'histoire des neurones miroirs, qu'à un moment donné, l'autre a l'intuition de quelque chose qui vous concerne. Vous voyez bien, on parle avec un patient, etc. Et des fois, on est 2 à parler, et puis en sortant, on se dit « Ah, je me demande si », et puis l'autre dit « Bah oui, moi aussi, je me demande si, quand même. » Bon, et voilà. Autrement dit, l'empathie, c'est une affaire qui fait qu'à un moment donné, dans la rencontre avec l'autre, d'un seul coup, on finit par se brancher d'une certaine manière sur ce qui anime l'autre, sans peut-être même s'en rendre compte. Et pourtant, ce qui est important, justement, c'est de laisser émerger en soi peut-être ce quelque chose qui s'est transmis comme ça. Donc ça, l'empathie, c'est un point très important. Le deuxième point qui est très important, c'est la régularité absolue des rencontres. Il ne peut pas y avoir d'arbitraire dans la rencontre avec un patient déficitaire, le moins possible. Je vous vois tel jour, je vous reverrai tel jour, je vous revois tel jour, et tel jour, et même à telle heure. En passant tout à l'heure rue de l'Église, je me souvenais d'un patient que je suis venu voir pendant 4 ou 5 ans, qui avait une maladie d'Alzheimer et qui vivait chez lui. Et je sonnais absolument, je venais le jeudi soir à 18h30, je sonnais mais absolument à 18h30, exactement le jeudi soir. J'arrêtais tout ce que j'avais à faire et je sonnais à 18h30 pour monter le voir. Au début, d'ailleurs, ça a duré pendant quelques mois. Il me faisait asseoir, il me disait, écoutez, vous m'emmerdez, prenez un livre si vous ne savez pas quoi faire. Et peu à peu, évidemment, on s'est mis à échanger, on s'est mis à parler. Et en fait, ce qui a fait qu'on s'est mis à parler, d'une certaine manière, c'est qu'un beau jour, je lui ai dit à jeudi prochain. Et évidemment que je pouvais lui dire à jeudi prochain. Lui et moi, on savait ce que ça voulait dire à jeudi prochain. C'est qu'incontestablement, il y aurait un jeudi prochain. Sauf un impondérable. C'est-à-dire, me disait-il, au bout d'un moment, mais en tout cas, il me l'a dit une première fois ce soir-là, si Dieu le veut. Pourquoi Dieu? C'est son affaire à lui. Mais en tout cas, si Dieu le veut. Et alors, j'ai eu cette intuition de lui dire, ben oui, ça me concerne autant que vous. Effectivement, on est soumis éventuellement à cet impondérable-là. Et si il y a quelque chose qui ne peut pas advenir, ben c'est qu'il y aura eu un impondérable. Ce n'est pas arbitraire. Ça ne tient pas à ce que vous êtes ou à ce que je suis. C'est qu'il y a quelque chose qui nous aura dépassé à un moment donné. Et à partir de ce moment-là, dans des conditions où quelque chose s'est mis de façon, je dirais, à réduire l'éventualité, les avatars, l'incertitude de la rencontre, de la réduire le plus possible, et de la réduire, on pourrait presque dire, à l'impondérable, et un impondérable tout à fait intelligible, à partir de ce moment-là, il y a quelque chose, effectivement, qui a pu advenir, et je pense qu'on a fait un travail tout à fait essentiel, puisque pendant toutes ces années-là, c'est un patient qui vraiment a continué de vivre chez lui dans des conditions, à mon avis, assez correctes. Et ça m'est arrivé aussi avec une autre patiente, également que j'allais voir dans le 15e, décidément c'est incroyable, que j'allais voir dans le 15e, et pareil, 19h, je ne sais pas quelle heure, peu importe, on sonne à la porte, etc., absolument clair. Et je me souviens de cette femme qui un jour m'a sorti des Playmobil, on était tous les deux assis, là, comme ça, m'a sorti des Playmobil et m'a fait une petite dînette. Ah, j'étais vraiment étonné. Et alors, j'étais tout à fait d'accord, mais je me suis dit, elle m'invite à dîner. Hein, elle m'a fait, il y avait des petites figurines, je sais pas quoi, il y en avait un qui arrivait, je sais pas, et elle jouait avec ces trucs comme on joue avec des poupées, quoi. Et d'une certaine manière, évidemment, tout ceci ne pouvait prendre du sens que dans des conditions où elle était absolument sûre que j'étais là pour elle.
que j'étais là pour elle, hein, que je venais pas par hasard parce que c'était comme ça, que ça faisait partie, etc. Que j'étais là pour elle, c'est-à-dire que je répondais à quelque chose qu'elle-même avait peut-être à un moment donné désiré tout de même. Donc autrement dit, cette question de la rigueur dans les soutiens, les accompagnements, la manière d'être en interaction est absolument un levier fondamental de la prise en charge avec un patient déficitaire. Et c'est évidemment, tout nous porte à abandonner ça, puisqu'il ne se souvient plus, qu'il ne sait plus quand c'est, qu'il ne sait plus quel jour c'est. Souvent à l'hôpital, on entend tel patient va partir faire un examen. Ah bon, on lui a dit qu'il allait faire cet examen? Ben non, puisqu'il ne se souvient plus. Très souvent. En fait, c'est plus compliqué que ça. Précisément, s'il ne se souvient plus, et ben, c'est une raison de plus pour lui dire. Puisque justement, il ne se souvient plus. Vous vous souvenez de l'annexe psychique de tout à l'heure. Et puis, il y a un troisième point qui, me semble-t-il, est très important aussi, c'est qu'on ne doit pas avoir d'a priori sur la manière avec laquelle on a identifié. C'est-à-dire que la question, c'est pas vous vous souvenez de moi, vous me reconnaissez, vous savez bien, je suis un tel, je suis Tartampion, je suis le machin, je suis etc., etc., etc. Non, si ça se trouve, il vous prend ou elle vous prend pour sa mère, ou pour son père, ou pour qui vous voudrez, peu importe. Ça n'a pas d'importance. La question qui se pose pour lui, elle est, je dirais, de surcroît. Elle n'a pas à voir avec la manière, avec la manière avec laquelle il vous reconnaît ou il vous identifie. Ça, c'est un point très important d'être identifié en tant que tel, bien sûr, ça. Mais ce n'est pas ça qui garantit qu'il y aura un lien. Pas du tout. Et pourtant, on est très attaché à ça. Vous me reconnaissez? Vous vous souvenez? Bon, bien sûr, pourquoi pas? Mais en fait, ce n'est pas ça qui fait le lien, du tout. Ce qui fait le lien, c'est d'y être, et peut-être au contraire d'être indifférent à la manière avec laquelle on est reconnu. Bon, je développe ça dans ce papier. Vous le verrez, si je peux conclure en une phrase ou en deux phrases, je vous dirais que d'abord j'étais très content de parler avec vous, et puis ben voilà, de capter mon regard attentif d'une certaine manière, et j'espère aussi parfois que vous vous êtes évadé. Et puis je voudrais vous dire que finalement, ce qui me semble vraiment, encore une fois, le plus important, d'une certaine manière, c'est alors une des formes de l'amour, sans doute qu'on peut porter à l'autre, c'est en tout cas l'attention qu'on a pour l'autre. Hein. L'attention, c'est-à-dire cette attention pleine qui permet effectivement d'être dans le lien, dans la relation, et au fond, les patients déficitaires, jusqu'au bout de leur existence, ils ont besoin d'être dans un lien. Hein. J'espère qu'on a pu développer ça suffisamment ce matin. Merci. Voilà. Merci. Merci beaucoup.